Bonjour tout le monde, on va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte en cette dernière journée de la COP 28. On va patienter quelques instants et ensuite on va pouvoir commencer. Merci à tous et à toutes d'être ici à 8h30 ce matin. Ok, bon, ben, je pense que je vais débuter. Donc, avant toute chose, même si cet événement est en virtuel, nous le rejoignons cet appel de différents lieux à travers ce que nous appelons maintenant le Canada. Je vous rejoins personnellement de Tiohtià:ke, ou communément connu sous le nom de Montréal. C'est un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange pour les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Donc, par la présente, nous tenons à honorer, reconnaître et respecter ces nations à titre de gardiennes du territoire et de l'eau sur lesquels je vous rejoins personnellement aujourd'hui. Et ben, je les remercie pour leur hospitalité qui me permet de me joindre à vous dans de bonnes conditions. Euh, Tout d'abord, ben, nous souhaitons remercier nos commanditaires et les organismes partenaires des dialogues qui ont permis l'organisation de ce bel événement. On arrive à la deuxième journée des dialogues pour le climat. On aura deux événements cet après-midi. Et donc, ça a été vraiment 2 semaines de rencontres intersectorielles qui ont coïncidé avec les dates de la COP. Donc, en espérant que vous avez apprécié notre programmation, puis n'hésitez pas à vous connecter aussi à notre séance de débriefage de cet après-midi, de ce midi, pardon, où on va avoir un gros résumé de tout ce qui s'est passé à la COP et, euh, et cet après-midi pour un panel sur les systèmes alimentaires durables. Donc, comment cet événement fonctionne? Donc, je tiens à le mentionner qu'il est enregistré. Donc, quelque chose à garder en tête si vous n'êtes pas confortable avec ça. Et évidemment, vous pouvez poser des questions dans le chat tout au long du panel. On réservera une période de questions à la fin. Euh, voilà, donc ben, bon panel. Puis sans plus tarder, je vous présente votre animatrice, Corinne Gendron, professeure au département de stratégie, responsabilité sociale et environnement à l'École des sciences de la gestion de l'Université de Montréal, du Québec à Montréal, pardon. Bonjour Corinne. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Marie, pour cette présentation. Alors, très heureuse d'être avec vous ce matin avec une programmation très intéressante en lien, bien sûr, avec la COP, mais qui va se focaliser sur la question de l'eau. Donc, évidemment, on sait tous qu'il y a des liens très évidents entre les changements climatiques et la problématique de l'eau, ne serait-ce que tout d'abord par les perturbations qui sont provoquées dans les schémas hydriques, que ce soit bien sûr les inondations d'un côté, les sécheresses de l'autre. Tout le cycle de l'eau donc se voit perturbé, mais la problématique de l'eau, évidemment, dépasse aussi les questions de changement climatique bien sûr, les changements climatiques viennent l'aggraver, mais il y a aussi d'autres causes qui entrent en ligne de compte qui touchent notre utilisation de l'eau, notre gestion de l'eau. Et c'est à ces questions-là, donc assez larges, qu'on va s'intéresser ce matin. Donc, première chose, le titre du panel va mettre la table, si vous voulez, sur les différents enjeux dont on va discuter. Donc, tout d'abord, l'eau, un besoin essentiel, bien sûr. Nous sommes des êtres humains, on a besoin d'eau pour vivre. Mais la question est de savoir si on peut, en réponse à cette question d'un besoin, mettre en place des mécanismes pour que ce soit reconnu comme un droit. Donc, le droit de tous à un accès à de l'eau, bien sûr, en quantité suffisante, mais aussi en qualité suffisante. Et ce qui vient un peu brasser les cartes dans notre contexte actuel, dans l'organisation des sociétés que nous avons choisies, c'est la question de la marchandisation de l'eau. Alors, est-ce que la marchandisation ne vient pas compliquer justement la mise en place d'un droit à l'eau qui pourrait nous permettre de mieux répondre au fait que l'eau est un besoin essentiel de tout un chacun. À cet égard, justement, la commercialisation de l'eau, on sait que ça soulève les passions, les gens s'en inquiètent et il y a eu beaucoup disons, de dispositifs, de mécanismes de régulation pour s'assurer que
on n'allait pas commercialiser davantage que ça ne se fait déjà l'eau, sachant aussi qu'il y a des entreprises qui font des profits faramineux sur une ressource qui devrait être publique et qui revendent à prix d'or bleu, si on veut, de l'eau qui, normalement, devrait plutôt être accessible à tous. Mais ce qu'on sait moins, c'est que la commercialisation de l'eau passe beaucoup plus à travers ce qu'on a appelé le concept d'eau virtuelle, c'est-à-dire l'eau qui est intégrée dans les biens de consommation que nous utilisons tous les jours, à commencer par l'agriculture. Donc, l'agriculture ce sont des productions dont à l'intérieur desquelles on doit compter sur de l'eau pour pouvoir, bien sûr, produire que ce soit des céréales ou encore que ce soit aussi toutes les sortes de viandes, ça prend énormément d'eau. Alors, quand vous exportez des biens agricoles, en fait, vous exportez aussi de l'eau et ce sont des quantités d'eau qu'on voit beaucoup moins, qui ne sont pas, disons, surveillées autant que l'eau qui se vend en tant que telle. Alors, pour vous donner quelques exemples, hein, euh, si vous voulez mettre en lumière un peu ce principe d'eau virtuelle, sachez que le Canada est un des principaux pays exportateurs d'eau virtuelle. Donc, vous avez le premier pays, c'est les États-Unis, ensuite l'Argentine, le Brésil, l'Australie, l'Inde et finalement le Canada. Donc, il y en a d'autres, bien sûr, mais ça, ce sont les principaux pays exportateurs d'eau virtuelle, c'est-à-dire qu'ils exportent des biens et des services, mais surtout des biens, bien sûr, à l'intérieur desquels on a eu besoin de beaucoup d'eau pour la production. A contrario, les principaux pays importateurs d'eau virtuelle sont généralement des pays de plus petite superficie, à une exception près, la Chine. Donc, vous avez le Japon, la Chine, les Pays-Bas, la Corée du Sud, le Mexique, l'Iran. Bon, ça, ce sont les principaux pays importateurs. Et donc, vous voyez là qu'il y a toute une géopolitique de l'eau qui est souvent moins visible, mais qui est tout aussi importante. Et je terminerai sur cette question des utilisations de l'eau par les acteurs économiques, des problématiques qui peuvent soulever vraiment l'ire de certaines populations. Donc, dans plusieurs cas, on observe des entreprises qui se sont accaparées l'eau, notamment des nappes phréatiques, et on doit mettre en place aujourd'hui des processus pour, par exemple, désaliniser l'eau. Alors, c'est ce qui se passe au Chili. Vous avez une entreprise minière qui a vidé la plupart des aquifères d'une certaine région et qui aujourd'hui désalinise l'eau pour pouvoir redonner l'accès à l'eau potable, mais bien sûr, cette eau est sous son contrôle. Et donc, on voit ici, encore une fois, une nouvelle logique de gestion qui fait d'un bien public une denrée privée, alors qu'on parle, encore une fois, je le mentionnais au tout début, d'un besoin essentiel, d'un droit qu'on aimerait mettre en acte et la marchandisation, donc, pour répondre à la question que je posais au début, pourrait se présenter bien davantage comme un frein que comme une manière de rendre disponible l'eau au plus grand nombre. Alors, pour parler de ces sujets, de ce sujet, mais comme vous l'aurez compris, de tous ces sujets qui sont soulevés par cette question de l'eau, nous avons avec nous ce matin deux panélistes que je vais laisser se présenter à tour de rôle. Donc, tout d'abord, Rebecca Pétrin de Au Secours. Donc, je vous laisse la parole pour prendre quelques minutes pour vous présenter. Et ensuite, Hugo Tremblay, professeur à l'Université de Montréal. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Rebecca Pétrin. Je suis la directrice générale chez Au Secours depuis plus de 4 ans.
Nous, on s'intéresse beaucoup, en fait, chez Au Secours, à la défense des droits humains et à l'eau. Donc, justement, dans l'utilisation de cette ressource-là, comment est-ce qu'on fait pour privilégier les droits humains par rapport à tout autre usage commercial ou financier que l'eau pourrait avoir? Donc, quel mécanisme on met de contrôle? Et chez Au Secours, on appuie également les revendications des citoyens auprès des différents élus, auprès des différentes instances. Donc, on les accompagne en fournissant de l'information et du support de revendication. Donc, merci d'être là. Merci beaucoup, Hugo. Bonjour, Hugo Tremblay, je suis professeur à l'Université de Montréal. Merci énormément pour l'invitation à Marie et à son équipe, Réalité climatique et Dialogue du climat. Je suis très, très heureux d'être parmi vous et d'avoir la chance d'échanger avec mes collègues ce matin. J'ai commencé à m'intéresser à la gestion de l'eau par le biais du droit. J'ai fait ma maîtrise en droit de l'eau, mon doctorat en protection des écosystèmes aquatiques, et c'est un intérêt qui me suit encore jusqu'à présent. Et voilà, donc j'ai eu l'occasion de temps à autre de m'impliquer dans des actions qui sont plus proches du militantisme, on va dire, grâce à mon implication au Centre québécois du droit de l'environnement, mais je reste aussi évidemment chercheur au Centre de recherche en droit public de la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Voilà. Merci beaucoup. Alors, la manière dont on va procéder, c'est que tout d'abord, Madame Pétrin va prendre la parole, ensuite Monsieur Tremblay, et nous aurons une période d'échange. Donc, vous pouvez utiliser le chat pour poser quelques questions. Alors, bien sûr, le temps est assez restreint. Nous avons une petite heure ensemble, mais je ne doute pas que nous pourrons avoir des réflexions tout à fait intéressantes et constructives. Donc, Rebecca, la parole serait à vous. Merci beaucoup. Donc, je vais vous partager une présentation. On va la passer quand même assez rapidement. Donc, exactement, c'est le temps nous manque. Est-ce que, voilà, vous voyez bien la conférence? Parfait. Donc, tout d'abord, je vais passer brièvement sur le cycle de l'eau parce que la base de la gestion de l'eau, c'est vraiment de bien comprendre le cycle de l'eau et de l'influer positivement. Donc, ce qui est à retenir, en fait, c'est que l'eau sous l'effet du soleil s'évapore. Donc, ça peut être l'eau des océans, l'eau qui est en surface de la Terre, ça peut être également l'eau qui est comprise dans les organismes vivants, on parle d'évapotranspiration. Ça monte sous forme de nuages. Une fois qu'il y a... oui, Marie? Excuse-moi, on voit, Ah, on voit tes notes, etc. Donc, peut-être que tu veux faire euh, comme tout à l'heure. juste un instant. On l'avait testé avant, malgré tout. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, c'est parfait comme ça, merci. Donc, OK. Une fois que les nuages sont vraiment comblés d'eau, ça retombe sous forme de précipitation, neige, pluie. Et à partir du moment où l'eau tombe au sol, elle a le choix soit de ruisseler pour aller rejoindre les lacs, les rivières, ou de percoler dans le sol pour aller rejoindre des nappes d'eau qui sont souterraines. Le cycle de l'eau peut être très rapide dans des cas où il y a beaucoup d'humidité, beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur. Il peut être très lent dans le cas des pôles planétaires, donc où il y a peu de chaleur, peu d'évaporation. On a un cycle de l'eau qui est plus lent. L'aménagement du territoire, les changements climatiques, la présence de végétation naturelle, ce sont tous des caractères physico-chimiques naturels qui viennent influencer la vitesse, la force du cycle de l'eau. Donc, il faut garder ça en tête. Un cycle de l'eau, ça peut se faire à l'échelle d'une pièce. Donc, on fait bouillir des pâtes, l'eau s'évapore, va se coller sur la fenêtre, condense et retombe. Ça peut se faire à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un pays, même à l'échelle planétaire. Donc, c'est quelque chose qui est très fluide d'un petit cycle de l'eau à un grand. Parlant d'eau, en fait, où est l'eau? Autre question très indispensable à savoir quand on parle de gestion responsable de l'eau, il faut savoir que toute l'eau de surface est atmosphérique, donc les lacs, les rivières. Et là, ici, on parle vraiment d'eau douce, on fait abstraction de l'eau salée. Ça représente même pas 1% de l'eau mondiale, on est à seulement à 0,4%. Ça peut nous apparaître incroyable parce qu'il y a des étendues d'eau qui sont vraiment grandes, mais ce n'est pas significatif. Le permafrost, donc toute l'eau qui est contenue dans le sol qui est gelée, représente 0,8%. Donc, on peut s'imaginer le Groenland et les pôles et tout ce qui est en fait en zone gelée, 0,8%.
Par la suite, on a tout ce qui est eau souterraine. Donc, les grandes nappes phréatiques représentent 30% de l'eau. Donc, où est le 68% restant? En fait, c'est dans les glaciers. Quand on parle de réserve d'eau douce mondiale, ce sont les glaciers qui est notre grenier finalement d'eau douce. Autre chose à savoir de l'eau, c'est que ici, vous voyez un pêcheur dans le fleuve Saint-Laurent, le rapide de la Chine. Et ici, vous voyez un puits qui est situé en Inde ou au Pakistan, donc dans un pays où l'eau est rare. Chose à retenir, c'est que l'eau, elle est répartie de façon non égalitaire sur la planète. Donc, quand on parle de gestion responsable de l'eau, on n'a pas le choix de prendre en considération ce qui est disponible à l'endroit où on est, parce que c'est pas parce qu'à un endroit, il y en a vraiment beaucoup, l'autre endroit, il n'y en a pas. Il faut faire face à ces réalités-là. Là. Donc, chez nous, on a un portrait de consommation au Québec qui est entre 200 et 400 litres par jour. Là, c'est par personne, donc c'est une moyenne assez grossière, dépendamment de où est-ce qu'on est. Les gens que vous voyez en bas, c'est 10 litres par jour par personne là, qu'ils peuvent avoir. Donc, le portrait de consommation est beaucoup reflété aussi par la disponibilité de la ressource. Qui utilise l'eau majoritairement? Autre donnée très intéressante, donc je vous apporte votre attention sur la goutte de gauche. On voit que j'ai encerclé en rouge 70%, ça c'est des données mondiales. On n'a pas encore des chiffres très précis pour le Québec ou même le Canada, mais c'est vraiment des données qui sont tirées des chiffres mondiaux. On parle même là, maintenant avec les changements climatiques, plus un 78% là, pour l'agriculture, mais dans certaines régions, grosso modo, c'est 70%. On a 20% pour l'industrie, 8% pour la création de l'énergie et seulement 2% pour la maison. Donc, quand on parle d'utilisateurs d'eau, de mesures de réduction d'eau, si on ne cible que le résidentiel, on n'atteindra pas une gestion responsable de l'eau. Agriculture, industrie, bien important de garder ça en tête. Donc, on va parler évidemment de l'impact des changements climatiques parce que c'est le but aujourd'hui du panel. Donc, comment est-ce qu'on fait pour prévenir les pénuries d'eau face aux changements climatiques? Donc, déjà, les changements climatiques, qu'est-ce que ça génère? Moins de précipitations. Dans la majorité des zones sur la planète où il y a déjà des problèmes de sécheresse, ces problèmes-là vont être accentués par moins de précipitations. Dans certaines régions du globe, on va y avoir plus de précipitations, mais les précipitations sont faites de façon plus intense. Les épisodes sont courts, avec des chutes d'eau rapides qui ne permettent pas une bonne percolation dans le sol. Donc, on ramène au cycle de l'eau. Ce qui est important quand l'eau tombe sur le sol, c'est qu'elle soit retenue sur le sol où elle tombe, le plus près possible de son lieu de chute, pour lui laisser le temps de percoler puis aller rejoindre les nappes d'eau souterraines. Si l'eau ruisselle en superficie uniquement pour aller rejoindre des rivières et des lacs et ensuite le fleuve, l'océan, on n'a pas retenu l'eau dans notre système de cycle de l'eau. L'eau est évacuée trop rapidement. On ne pourra pas l'utiliser par la suite. Donc, une bonne journée de pluie faible, mais sur plusieurs heures est beaucoup plus souhaitable que les épisodes qu'on voit de plus en plus fréquents là, de pluie intense. Autre effet, l'augmentation des températures, évidemment. Qu'est-ce que ça a comme effet? Ça augmente l'évapotranspiration et l'évaporation. Donc, ça accélère le cycle de l'eau. En accélérant le cycle de l'eau, on favorise les épisodes de pluie intense. On favorise également parce que malheureusement, les lacs et les rivières, donc l'eau en surface de la Terre se réchauffe plus rapidement que l'air et les océans. Malheureusement, donc, en augmentant la température des airs ambiants, on augmente la température de nos eaux de surface, on accélère l'évaporation et nos réserves en eau diminuent de plus en plus. Donc, c'est une diminution finalement de la quantité d'eau qui est disponible là, pour les usagers. Donc, on a augmentation. Les changements climatiques favorisent également une consommation d'eau. Oui, par le résidentiel, parce qu'en étant en stress caniculaire, on va avoir tendance à utiliser plus d'eau, mais surtout dans l'agriculture. Donc, il y a des terres agricoles qui n'ont jamais eu besoin d'irrigation dans le passé. Malheureusement, avec les réchauffements climatiques, on va devoir pallier à ça avec des systèmes d'irrigation, eau puisée dans les milieux naturels. Donc, ça génère des conflits d'usage entre les différents utilisateurs.
Augmentation des plantes et des espèces envahissantes. Donc, évidemment, quand on change la température des eaux, ça va favoriser la prolifération de certaines bactéries, algues qu'on ne voyait pas avant. Et ça vient en conflit avec la biodiversité naturelle des plans d'eau. Ça rend souvent l'eau impropre à la consommation. Donc, quand on a une prolifération bactérienne ou des algues, donc au Québec, on a connu les épisodes de cyanobactéries, mais par la suite, les gens qui utilisaient cette ressource en eau-là, c'est plus possible. Donc, oui, on a des diminutions de quantité d'eau, mais aussi, il faut que la qualité soit au rendez-vous si on veut pouvoir l'utiliser. Je vous présente rapidement un cas qui s'est passé dans probablement un des premiers cas d'assèchement d'un plan d'eau dû à l'agriculture. C'est le cas de la mer Aral. Donc, la mer Aral était irriguée par deux principaux fleuves, c'est la Moudaria et la Sirdaria. Ces deux fleuves-là prennent naissance dans le plateau Himalaya, donc dans la section ouest de la Chine. Ces fleuves-là ont irrigué des terres agricoles, culture de coton, mais également maraîchères de l'Asie centrale pendant des décennies. Et malheureusement, ce que vous voyez ici, c'est la mer Aral au fil des années. La dernière photo que j'ai, c'est 2014, mais à l'heure actuelle, en 2023, la mer Aral n'existe plus du tout. En fait, si vous voulez aller visiter la mer Aral, c'est ça que vous allez voir. Donc, on peut s'imaginer que pour un pays qui perd une mer intérieure, c'est un gros pan de son économie locale, sa souveraineté alimentaire aussi, qui était de la pêche, en fait, majoritairement, qui vient de se détruire. On se dit peut-être qu'on a appris des erreurs du passé, mais malheureusement, non. Ici, on a le cas du fleuve Colorado. Donc, en 2011, on voyait que le fleuve était plein. C'est un fleuve qui est grandement géré par des barrages pour retenir l'eau, éviter des cas d'inondation, mais également pour amener suffisamment d'eau pour irriguer les terres agricoles qui sont dispersées un peu partout dans des zones désertiques. Donc, on continue en fait à utiliser la ressource en eau de façon beaucoup trop grande, ce qui fait que ce n'est pas durable et puis la ressource diminue. J'apporte l'attention sur le cas du Chili, donc Corinne nous en a parlé rapidement tantôt. Ici, on a un article qui vient de France Presse en avril 2022, donc très récent. On parlait d'une situation extrême. Donc, le Chili sont rendus à 12 années de sécheresse intense. Le gouvernement a dû mettre en place un système de rationnement dans la distribution d'eau sur 3 paliers. Donc, dépendamment de la zone où est-ce que les citoyens se retrouvent, soit qu'ils sont dans une alerte rouge ou jaune ou orange. Donc, c'est des systèmes de rotatifs, là, de coupure, en fait, d'accès à l'eau. Donc, en bas, si la population de Santiago, donc la capitale, a triplé en 50 ans, l'utilisation domestique représente environ seulement 10 de l'eau consommée. Le reste, c'est 70 de l'agriculture, 20 du Chili. Malgré que ce soit un problème qui perdure depuis de nombreuses années au Chili, les scientifiques expliquent que cette méga sécheresse, donc le phénomène climato-météorologique qu'il y a, c'est surtout dû à une baisse des précipitations, puis ça a été accéléré directement par les changements climatiques, l'augmentation des gaz à effet de serre, mais également la déforestation. Donc, la perte des milieux naturels a généré une désertification accélérée du milieu et une perte d'eau. Malheureusement, depuis la dictature de Pinochet au Chili, l'eau est devenue une propriété privée. Donc, c'est le modèle de néolibéralisme qui a été déployé à grande échelle dans ce pays-là, ce qui fait qu'il y a à peu près 73 de l'eau qui est utilisée pour de l'agriculture. Et là, on parle de l'exportation d'avocats, des noix, des raisins et le vin. Donc, vous pouvez vous imaginer, là, le vin qu'on achète du Chili utilise énormément d'eau. Quand je vous parlais un peu plus tôt d'empreinte hydrique, c'est exactement ça. Les aliments qu'on consomme ici au Québec, qui proviennent de ces pays-là, ont utilisé une ressource en eau qui est plus accessible pour les communautés locales là-bas. Donc, ça a été imprégné dans les aliments qui sont exportés. La communauté locale a tenté, en fait, de se soulever et de se réapproprier la ressource en eau, donc d'en refaire une gestion publique. Dans les 2 dernières années, il y a eu un référendum là-dessus et malheureusement, le référendum a penché plus vers le non que le oui. Donc, la situation de néolibéralisme et d'accaparement de la ressource par des industries privées au Chili perdure encore aujourd'hui. Au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec? Donc, c'est important de voir est-ce qu'on est dans un même modèle. Au Québec, je dirais les 2 choses majeures là, pour la ressource en eau, c'est d'un, l'imperméabilisation du sol, donc l'étalement urbain. Comme on l'a vu,
si on veut que l'eau vienne recharger nos nappes d'eau souterraines, il faut impérativement qu'on laisse la place à l'eau à percoler. Quand on a des villes déployées comme la photo de gauche, c'est pas possible. L'eau ruisselle rapidement, favorise les inondations et permet pas la recharge des nappes d'eau souterraines. Et à droite, ce que vous voyez, c'est un champ qui est clairement mal drainé parce que l'eau stagne dans le champ. Bien, ça, au Québec, on n'a pas aimé ça. Puis dans les dernières décennies, on a favorisé beaucoup le drainage des terres agricoles pour que les terres agricoles sèchent rapidement au printemps. Évacuer l'eau rapidement. Bien, si on évacue l'eau rapidement, cette eau-là, elle n'est plus disponible en période de chaleur, de canicule pendant l'été. Donc, ça a favorisé beaucoup la problématique là, de rétention d'eau. Et là, qu'est-ce qu'on voit depuis les dernières années? Le sud du Québec manque d'eau, donc beaucoup de municipalités au Québec, des puits qui ont été reforés. La ville de Québec également a manqué d'eau. Elle a demandé à ses citoyens de diminuer sa consommation d'eau. Sutton a dû mettre un moratoire sur son développement urbain à la montagne parce qu'il manquait d'eau pour l'approvisionnement des résidences. Saint-Lin-Laurentide, même chose. Ils ont dû freiner leur développement immobilier qui était très rapide parce qu'ils n'arrivaient pas à fournir en eau. À 17h30 à chaque soir, les robinets étaient coupés dans la municipalité parce qu'il manquait d'eau. Donc, c'était vraiment drastique. Finalement, je termine avec un cas de l'année dernière, Saint-Antoine-de-Tilly, qui a manqué cruellement d'eau. La municipalité a procédé à plus d'une dizaine de forages un peu partout sur son territoire pour essayer de trouver un nouvel endroit pour un puits. Un seul forage s'est montré concluant pour aller chercher de l'eau en quantité et qualité suffisante. Ce puits-là se situerait sur une terre agricole, donc demanderait l'expropriation d'une famille d'agriculture. Évidemment, ça fait jaser, conflit d'usage, agriculture, eau. Quand on sait que 44 de l'eau de cette municipalité-là est utilisée par une seule industrie, donc la fromagerie Bergeron, on se questionne, est-ce qu'on ne devrait pas revoir en priorisation l'eau pour les municipalités plutôt que l'industrie? Donc, je vous laisse là-dessus. Je ne veux pas prendre plus de temps. Le reste, par la suite, pour la période de questions et d'échanges. Merci beaucoup. Donc, beaucoup d'exemples et aussi d'inquiétudes parce qu'on présente toujours le Québec comme étant tellement abondant en eau et on se rend compte que même au Québec, en raison de la gestion qu'on fait de l'eau, ben, on se trouve en pénurie. Donc, c'est contre-intuitif par rapport à ce qu'on entend souvent et en même temps alarmant. Donc, pour poursuivre la réflexion et avant qu'on ouvre la discussion, je donne la parole donc à professeur Hugo Tremblay pour poursuivre donc les exposés. Merci beaucoup, professeur Gendron. Donc, je vais faire assez rapidement pour qu'on puisse ouvrir la salle aux questions. Ça va être difficile de suivre cette espèce de tour d'horizon, synthèse magistrale de la part de Madame la directrice Pétrin. Je veux essentiellement attirer votre attention les principaux points les plus forts, ou en tout cas qui me semblent surnager là, de la présentation de Mme Pétrin. Et d'ailleurs, la répétition est la mère de la pédagogie, là, donc ça vaut la peine d'appuyer, mais c'est simplement pour attirer votre attention sur les points que je trouve cruciaux afin de concevoir les systèmes de gestion juridique des ressources en eau. D'abord, pour s'inscrire dans le thème de la réflexion sur les changements climatiques, depuis aux alentours d'une vingtaine d'années, peut-être un peu moins, une quinzaine d'années, on s'attarde beaucoup aux limites planétaires, si l'on veut, là, c'est-à-dire les grands cycles physico-biologiques là, qui établissent des contraintes et des limites au développement du système anthropologique. Donc, comme vous voyez ici, là, malheureusement, l'image est à l'envers, mais donc dans un cadran qui se trouve aux alentours de 6 heures du soir, 6 heures, excusez-moi, là, mais vers le bas, donc Global Freshwater Use. Cette image est tirée d'un article de Rockstrom de 2009. Et donc, on voit, donc, somme toute, que le stress hydrique à l'égard des eaux douces est quand même pas encore l'élément qui est le plus inquiétant quant à l'ensemble des limites planétaires. Maintenant, Mme Pétrin l'a bien souligné,
Les ressources en eau sont réparties de façon extrêmement inégale à la surface du globe. Ça a trait, comme le professeur Gendron le disait, à l'ensemble du cycle hydrologique, donc les patrons de déplacement des masses d'eau par les rivières atmosphériques, par le relief des terres qui amène l'eau vers les océans, etc. Tout ça engendre une grande différenciation dans l'abondance des ressources en eau. Et évidemment, au Québec, on est très sensible à ça puisqu'on est très riche, alors que, bon, ailleurs, c'est pas tant les inondations que les sécheresses qui sont le principal problème. Maintenant, l'ensemble des problématiques de l'eau, à mon avis, peuvent être distinguées en deux volets. Le volet des quantités, donc les volumes d'eau, les prélèvements d'eau, et la qualité, c'est-à-dire la pollution de l'eau. C'est vraiment une grille d'analyse que j'ai trouvée au cours des années qui était quand même assez robuste, évidemment comprenant que ces deux faisceaux de problématiques sont toujours interreliés. Hein. Si on déverse de la pollution dans l'eau, ultimement, ça fait en sorte que la quantité d'eau pour des usages, si on veut, des usages anthropiques, pour des boissons, hygiène, etc., se trouve évidemment diminuée. Donc, c'est interrelié et c'est possible aussi d'utiliser d'autres lentilles, là, comme par exemple la gestion du territoire. Donc, la gestion de l'espace est fondamentale aussi pour la gestion de l'eau, mais grosso modo, si on garde ces deux idées-là, quantité et qualité, quel volet on s'adresse, c'est quand même une bonne façon de se diriger pour comprendre les systèmes de gestion, en tout cas certainement en matière de droit. Madame Pétrin l'a souligné là, donc je m'attendrai pas énormément là-dessus, là, mais deux idées principales, encore une fois, là, j'essaie de vraiment résumer les idées les plus importantes. D'abord, l'idée qu'il y a une quantité finie d'eau à un moment donné, en un lieu donné. Donc, c'est une ressource renouvelable. On comprend que c'est pas la même chose que les hydrocarbures, par exemple, sauf que à un moment donné et à un temps donné, donc au Québec, par exemple, dans le fleuve Saint-Laurent, en ce moment même, il y a une quantité finie d'eau. Okay? Et ça, cette quantité finie, ça implique qu'il y a un jeu à somme nulle entre les différents usages de la ressource. Et quand je parle d'usage, c'est pas uniquement les usages anthropiques, c'est les usages environnementaux, donc les petits poissons, les écosystèmes en général, etc. Donc, ces deux idées-là, quantité finie, jeu à somme nulle, c'est ça aussi, à mon avis, des pôles critiques de la réflexion quand on tente de penser de gestion à la gestion de l'eau. Alors, pour en arriver à des questions qui sont plus proches des changements climatiques, là, vous avez devant vous le portrait d'une grande rivière au Québec. Là, la plupart des gens qui sont avec nous ce matin sont très familiers avec le fleuve Saint-Laurent. Évidemment, je pense qu'il y a peut-être des gens outre-Atlantique, mais donc essentiellement, vous avez le portrait hydrographique du fleuve Saint-Laurent devant vous, selon différentes variables. Donc, des courbes de débit qui sont annuelles là, dans le cadran à droite, en haut. Vous avez donc, il y a comme vous le voyez, là, une très grande variabilité interannuelle. Dans le cadran gauche bas, vous avez un débit, mais sur une année. Donc, ici au Québec, on a la fonte des neiges, qui est un élément crucial, si on veut, là, de la vie de nos rivières. Et donc, ça fait en sorte qu'on a un pic de débit aux alentours de la fin de la fonte des neiges. Bon, en tout cas, peut-être plus en avril ces temps-ci, là, mais avril-mai. Et les débits d'étiage se retrouvent aux alentours du mois de septembre. L'étiage, c'est-à-dire les débits les plus bas. Quant au niveau d'eau, là, donc c'est le dernier graphique. Mais l'idée derrière tout ça, c'est que, et pourquoi attirer votre attention là-dessus, c'est que naturellement, le cycle de l'eau est éminemment variable. C'est une variation qui est naturelle, qui s'est toujours produite ainsi. Ce que les changements climatiques vont faire, c'est les changements climatiques vont augmenter de façon très marquée et aussi de façon imprévisible les variations naturelles du cycle de l'eau. Donc, en chaque lieu donné, moment donné, etc. Et j'attire votre attention sur le fait que, en vertu du changement climatique, supposément, là, c'est le titre d'un article qui date de 2006, qui a été publié dans Nature. C'est Stationarity is dead. Et l'idée, c'est essentiellement que toute la gestion de l'eau a toujours été pensée sur une forme de récurrence. C'est-à-dire que on sait à peu près comment ça s'est passé par le passé,
on arrive à prévoir, grosso modo, quelles sont les limites de la variabilité naturelle et on s'adapte face à ces limites-là. Alors, ce que les changements climatiques, ultimement, vont finir par faire, c'est que ce régime globalement stationnaire, avec ses variations naturelles, bien sûr, là, mais globalement stationnaire, finalement, est mort. C'est-à-dire que désormais, avec les changements climatiques et leur accroissement au fur et à mesure du temps, en fait, le régime entre dans une espèce d'inconnu où ça devient fondamentalement imprévisible et impossible donc de s'adapter même de façon prospective aux variations. Donc, voilà pour les plus grandes idées. Et la dernière, celle sur laquelle je veux attirer votre attention, là, vous avez un barrage là, qui se trouve en Mauricie. Euh, que ce soit en matière de génie, que ce soit en matière de droit, pour l'ensemble des disciplines, l'idée en matière de gestion des ressources hydriques, c'est toujours la même chose, toujours, que ce soit génie, droit, etc. Donc, c'est prévisibilité, régularité, stabilité, sécurité, constance, c'est exactement le contraire de ce qu'on voit dans le cycle de l'eau au niveau naturel. Donc, là, les barrages, c'est un exemple extrêmement parlant de quelque chose qui régularise, justement. C'est le même terme qu'on utilise en régulation juridique, si l'on veut. Mais, et les droits sur l'eau sont exactement la même chose que ces ouvrages physiques qu'on voit, là, concrets. Ben, en fait, les droits à l'eau visent aussi à régulariser, par rapport aux autres usagers, l'approvisionnement en eau, que ce soit d'une industrie, comme le disait Mme Pétrin, que ce soit pour les agriculteurs, l'irrigation, etc. Donc, et là, ça a peut-être un intérêt dans le contexte compte tenu de pour l'instant, on a pris une vision quand même assez générale. Simplement pour vous donner une idée très microscopique de comment ça se passe en droit, je vais vous donner des illustrations à partir du droit qui régit la qualité, donc la quantité, excusez-moi, les prélèvements. Donc, en droit québécois, on a énormément, c'est un droit extrêmement fragmenté à l'égard de l'eau, à l'instar de pas mal tous les régimes juridiques qu'on voit dans différentes juridictions, que ce soit aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Le droit est fragmenté. C'est très souvent reproché au droit et donc face à ça, on propose très souvent donc l'intégration de la gestion des ressources en eau. Alors, on pourra revenir là-dessus, c'est une très grande question, puis je me réserve, mais simplement pour vous dire que Madame Pétrin mettait le doigt là-dessus. L'eau au Québec, on a la chance qu'elle soit conçue en droit, en tout cas en droit privé, comme étant une ressource commune, c'est-à-dire res communis. Ce que ça veut dire, c'est que directement, la propriété ne peut pas s'attacher à l'eau. On ne peut pas devenir propriétaire de l'eau qui est dans une rivière. Okay, ça, c'est un fait avéré. Il n'y a plus de débats doctrinaux à cet égard-là en droit. Par contre, les droits d'usage sur l'eau sont encore conditionnés vers la propriété. Et là, je vous fais des généralisations qui ne sont pas vraies dans tous les cas. Donc, on pourra rentrer dans les détails, mais là, pour l'instant, simplement pour dire que grosso modo, pour utiliser de l'eau, il faut être propriétaire. C'est-à-dire que le droit d'usage de l'eau, qui est prévu à l'article 980 et 81 du Code civil du Québec, ce droit d'usage-là dépend de la propriété immobilière. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il y a un ensemble de différentes dispositions qu'on trouve un peu partout dans le Code civil, dans d'autres lois, comme la loi sur le régime des eaux, qui traite de la gestion hydrique, la plupart du temps, comme par exemple les troubles de voisinage, la plupart du temps, ces articles-là de loi qui traitent de gestion de l'eau en traitent indirectement. Les troubles de voisinage, c'est essentiellement ce que ça dit, c'est qu'il faut accepter les inconvénients normaux qu'on vit dans le voisinage. Donc, si par exemple un agriculteur décide de drainer sa terre, justement, et de faire en sorte qu'on reçoit plus d'eau, chez nous, bon, ça va peut-être inonder notre cour arrière, ça va peut-être causer des infiltrations dans notre sous-sol au printemps, mais c'est grosso modo des inconvénients normaux. Évidemment, c'est des généralisations, il peut toujours y avoir des exceptions, mais grosso modo, ce que je veux dire, c'est que c'est un article qui, a priori, ne traite pas de gestion des ressources en eau et qui, néanmoins, joue un rôle critique à l'égard de la gestion de l'eau, certainement, en tout cas, en droit.
Et je ne vous ferai pas un détail de l'ensemble de ces différentes dispositions juridiques, là, mais grosso modo, chacune de ces dispositions-là a un impact à l'égard de la gestion de l'eau. Et un des plus importants, c'est le fameux régime d'autorisation administrative qui est prévu par la loi sur la qualité de l'environnement, qui revient à dire essentiellement, vous avez un droit d'utilisation de l'eau ou de gestion de l'eau basé sur les dispositions qui sont plus haut dans la diapositive, mais pour utiliser l'eau, vous avez en plus besoin de l'équivalent d'un permis de conduire, mais à l'égard de l'utilisation de l'eau. Alors ça se fait par le biais d'un régime administratif de permis, d'autorisation, de certificat en fait. Et donc, si on analyse grosso modo l'ensemble de ce foisonnement de dispositions qui sont applicables en matière de prélèvement d'eau, on arrive à un portrait, oui, effectivement, comme je le disais, le droit qui est fragmentaire, mais qui est essentiellement un portrait qui est fondé sur une allocation des risques économiques. On ne parle pas vraiment de gestion de la ressource en fonction des meilleures pratiques appuyées sur des considérations scientifiques. C'est vraiment une allocation des risques économiques. Deuxièmement, compte tenu que cet ensemble de dispositions juridiques euh, euh, permet des recours, on se trouve la plupart du temps dans une optique curative, c'est-à-dire d'obtenir réparation. Donc, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que le droit favorise le maintien de situations existantes. Est-ce qu'on peut argumenter que le droit retarde l'adaptation? Non, c'est une simplification, mais néanmoins, on peut se poser la question, et ça reste une tendance qui existe dans le droit. Les recours sont encore une fois dans une optique de conflit entre usage de jeu à somme nulle, comme je disais. Là. Encore une fois, ça retarde la prévention, l'atténuation face au changement climatique. Donc, ça privilégie une approche de rétablissement. Les recours dont je vous parlais, gardez en tête le recours de voisinage, là, les troubles de voisinage sont inévitablement des outils imprécis, sont des outils de gestion imprécis parce qu'on se retrouve avec une disposition qui, à sa face même, ne touche pas du tout ou ne mentionne même pas la ressource hydrique. Et néanmoins, les critères d'application de ces recours-là peuvent être mobilisés pour effectuer un recours dans un contexte de conflit d'usage. Donc, ce sont des outils de gestion imprécis et ça aussi ces outils-là donnent effet aux variations hydrologiques, mais effet à l'égard des autres usagers par la contrainte du droit. Dans certains cas, ces recours-là amplifient les effets de la variabilité. Donc, le fait autonome du bien, c'est essentiellement si une municipalité a construit un système d'égout, si le système d'égout refoule, ça peut être pris en charge par cette présomption de fait autonome du bien, qui est un aspect de la responsabilité extra-contractuelle en droit québécois. Mais donc, ce genre de présomption, qui encore une fois est complètement non relié à la gestion de l'eau, ça amplifie certains effets de la variabilité en décuplant les effets économiques à l'égard des municipalités. Ou dans certains autres cas, la défense de force majeure, par exemple, peut limiter les impacts de la variabilité naturelle des ressources hydriques. Grosso modo, ce qu'on peut conclure, c'est que le droit devient moins stable, moins prévisible, donc moins capable d'atteindre sa fonction primaire en situation d'accroissement de la variabilité hydrologique dans un contexte de changement climatique. Alors, plein d'autres choses à dire, mais je couperai là pour ne pas être trop long et je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé, en fait, ces deux exposés tout à fait passionnants. Donc, étant donné que, comme je mentionnais, on a peu de temps, je vais tout de suite prendre une question qu'on a eue dans le chat. Donc, je vais la poser à qui veut bien répondre ou à tous les deux si vous le voulez bien. Donc, quelle est la place des enjeux spécifiques de l'eau dans les discussions internationales, notamment dans les négociations des COP? Donc, quelle est votre perception de cet enjeu-là? Par exemple, bien sûr, la COP sur les changements climatiques, celle sur la biodiversité, et de façon plus générale, comment est-ce que c'est appréhendé dans les débats à l'échelle internationale, que ce soit bien sûr les sommets internationaux, les traités, peut-être aussi les relations bilatérales? Comment est-ce que vous voyez la chose? Je ne sais pas qui veut commencer.
Je peux peut-être commencer avec le point de vue, disons, de la société civile. Par la suite, Hugo, si tu veux compléter peut-être avec l'aspect plus juridique. Donc, chez Au Secours, on s'implique beaucoup dans des réseaux internationaux, justement, de mobilisation de la société civile pour faire valoir les droits humains à l'eau. Donc, le droit humain, ça a été adopté en 2010 par les Nations unies comme c'est reconnu là, comme étant un droit humain à accès à l'eau et aux services d'assainissement des eaux. Puis, en fait, on a beaucoup de difficultés à faire ressortir cet enjeu-là dans les COP parce que d'autres, comme M. Tremblay l'a présenté au début de sa présentation, c'est pas l'accès à l'eau n'est pas encore un enjeu majeur face à tous les autres problèmes climatiques qu'on a. Donc, essayer de tirer son épingle du jeu dans les négociations à la COP, c'est très difficile. Je mets des bémols à côté d'enjeux majeurs parce qu'il y a quand même 2 milliards de personnes sur la planète en ce moment qui n'ont pas un accès sécuritaire à l'eau. Ça, c'est une personne sur 4. Puis d'ici 2050, on estime que ça va être 50 de la population. Donc, c'est des statistiques qui vont en croissant. Tous les rapports des Nations unies, UNICEF et du UN Water sont vraiment alarmistes là-dessus. Donc, ça demeure quelque chose qui est vraiment prioritaire. On a participé en mars dernier au une COP, en fait, spécifiquement pour l'eau, qui a eu lieu à New York, donc aux Nations unies. Ça faisait près de 40 ans qu'il n'y en avait pas eu lieu. Et puis là, il y a eu des discussions internationales, donc le même type de COP qu'on a en ce moment à Dubaï, mais vraiment spécifique pour l'eau. Donc, c'était tous les acteurs importants qui étaient venus pour défendre le droit humain à l'eau, qui étaient rassemblés. Ça a eu, de notre point de vue, là, de société civile, plus intéressant parce que les discussions portaient vraiment là-dessus. Puis, ça permet aussi d'éviter un peu le piège dans lequel il y a 15 objectifs de développement durable, puis des fois, on fixe beaucoup sur certains objectifs en prenant pas en compte, en fait, l'impact que ça peut avoir sur les autres objectifs. Donc, si on fait la promotion de l'agriculture pour une alimentation durable, mais que ça va au péril de la ressource en eau, bien, on régresse dans un objectif pendant qu'on améliore dans un autre, puis parfois, dans des COP, c'est ça qu'on peut voir arriver, là. Donc, je ne sais pas si vous aviez quelque chose à compléter aussi, là. Oui, Merci. si tu permets, Rebecca, je dois dire que compte tenu de l'emphase qui est mise par la récente déclaration là, de la COP28 sur la gestion des ressources en eau, euh, sur l'agriculture, le secteur agricole, à juste titre, comme Mme Pétrin le soulignait, là, donc l'utilisation agricole est vraiment de loin la plus importante, la 70% à peu près. Là. Moi, ce que ça me rappelle, c'est les négociations dans le cadre de l'Organisation du commerce mondial, les négociations du cycle de Doha. À l'époque, justement, il y avait des négociations qui visaient donc le secteur agricole, qui n'est pas sous le parapluie des accords de l'OMC. Et donc, comme tout le monde le sait, c'est des négociations qui ont échoué. L'échec est consommé. On ne parle plus de relancer les négociations à l'OMC. Il y a plusieurs personnes qui disent que, par ailleurs, de nouvelles avancées là, en matière de commerce international sous le parapluie de l'OMC sont désormais impossibles à cause du polycentrisme des intérêts en jeu. Mais à l'époque, donc, on parlait beaucoup de la gestion de l'eau dans des termes qui restent encore très actuels aujourd'hui. Donc, ce qui semblait être le cas à l'époque, c'était que d'abord, la rareté de l'eau, comme par exemple dans le Midwest américain ou l'Ouest américain, en Californie, etc., la rareté, ou en Australie d'ailleurs, la rareté de l'eau n'est pas un obstacle au fait qu'un pays va exporter beaucoup d'eau virtuelle sous forme de patates, c'est pas ça qui est déterminant en matière de commerce international de l'eau virtuelle, étonnamment. Donc, ça va à l'encontre de l'idée généralement reçue. L'économiste Ricardo, là, il y a à peu près un siècle, où la spécialisation dans le commerce international vient du fait des avantages comparatifs. Donc, c'est contraire à cette espèce d'idée généralement reçue. Ce qu'on voit par contre, c'est que ce qu'on voyait à l'époque, en tout cas, c'était que les grands pays exportateurs d'eau virtuelle sont des pays où la productivité de l'eau
est la plus grande. Donc, c'est-à-dire c'est l'effectivité de l'utilisation dans les processus industriels et agro-industriels est la plus grande. Donc, des économies développées très industrialisées. Les États-Unis, par exemple, le Canada, le Brésil dans une certaine mesure, l'Australie, etc. Donc, il y a des grandes puissances, si l'on veut, de l'Occident global, on va dire. Maintenant, un souci qu'il y avait à l'époque, c'était que essentiellement le commerce de l'eau virtuelle, notamment, n'affectait que dans une marge de 5% l'efficacité de l'eau, de l'utilisation de l'eau à l'échelle globale. C'est désestimé, évidemment, là, mais globalement, le problème par rapport à ça, c'était que l'eau ne recevait pas son prix, n'était pas pricé, excusez-moi l'anglicisme, hein, mais à juste valeur. Donc, dans le contexte des négociations de Doha à l'époque, on parlait beaucoup de transparence, c'est-à-dire d'étiquetage des produits selon leur contenu en eau virtuelle, premièrement. On parlait aussi d'un protocole d'indexation des prix au niveau international, mais des prix pas dans les produits, les différents produits exportés, là, mais bien au niveau de l'eau, c'est-à-dire de l'eau brute qui est pompée dans la... Donc, une espèce d'uniformisation des prix de l'eau au niveau global dans le cadre des négociations de l'OMC. Et finalement, on parlait aussi de mettre en place un processus d'évaluation de l'empreinte en eau. Donc, si ça coûte je sais pas moi, 2 tonnes d'eau pour produire 1 tonne de bœuf, ben voilà, donc c'est pas les vrais chiffres, là, mais disons, c'est le genre d'idée qu'on avait en tête. Tout ça a échoué et donc pour l'instant, en tout cas, il n'existe à ma connaissance aucun accord en droit, là, en droit international qui permette une utilisation durable de l'eau selon les lignes qui ont été développées là, par notre discussion de ce matin. Ben, merci, professeur Tremblay. Ça me permet justement de rebondir sur une question avec laquelle je pense que nous allons pouvoir clore le panel compte tenu de l'heure. On fait des diagnostics, on explique que la situation est plutôt en train de s'aggraver. Et donc, moi, j'ai envie de vous poser la question, s'il y avait 2 mesures, pas nécessairement complètes, pas nécessairement parfaites, pas nécessairement suffisantes, mais s'il y avait 2 mesures que vous imaginez qui pourraient permettre d'améliorer la situation, quelles seraient-elles? Et je commencerai tout d'abord par Madame Pétrin. On a lancé une campagne Chaud Secours cette semaine, en fait, pour signaler le 3e anniversaire, le triste 3e anniversaire de l'entrée de l'eau à la bourse. En fait, c'est Water for Life, not for profit. Puis, grosso modo, ce qu'on dit, en fait, ce qu'on essaie de faire la promotion, c'est une gouvernance saine pour l'eau. Donc, on demande, en fait, aux différents États de la planète de justement mettre des mécanismes législatifs pour empêcher l'accaparement de la ressource par des industries privées. Au Québec et au Canada, on est chanceux, on a un cadre justement législatif qui empêche de posséder de la ressource en eau. C'est pas le cas ailleurs. Au Mexique, les gens dans les villes se battent contre Nestlé, qui est propriétaire de l'eau. On a des cas en France où Evian est propriétaire de la nappe d'eau souterraine. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça où c'est des propriétés privées commerciales qui possèdent la ressource. Première chose, je pense que les gouvernements devraient tous reconnaître le droit humain à l'eau, mettre une législation en place qui interdit l'accaparement par des institutions privées. Puis, on doit mettre un autre mécanisme de contrôle face à la sécheresse ou aux pénuries d'eau pour favoriser d'abord et avant tout l'accès aux populations locales et aux milieux naturels. Donc, toute cette quantité d'eau-là nécessaire pour soutenir la vie doit être soustraite des échanges commerciaux par la suite pour la production agricole ou des biens parce qu'il n'y a pas de population qui peuvent rester sur place. Donc, ça serait les 2 mécanismes que je prendrais de prime abord. Merci beaucoup, professeur Tremblay. Oui, d'abord, simplifier le droit et deuxièmement, faire refléter dans le système juridique en place justement qu'il faut réduire la consommation. Donc, c'est des résultats très simples, mais essentiellement simplifier et mettre en place non pas des objectifs de gestion des fins économiques, mais de protection de l'environnement.
Alors, je vous remercie beaucoup. En fait, je pense qu'on a fait le tour d'une question dont il est impossible de faire le tour, donc surtout poser des questions, ouvrir des pistes de réflexion. Donc, je vous remercie beaucoup et je vais laisser donc la parole à Marie pour clore ce petit déjeuner. Rebonjour tout le monde, merci énormément pour vos interventions, c'était hyper enrichissant. Merci d'avoir répondu présente pour ce petit déjeuner. C'était un plaisir de vous écouter puis d'en apprendre plus justement sur l'eau virtuelle notamment. Moi, c'était quand même quelque chose qui m'intéressait, donc merci d'avoir participé à ce petit déjeuner. On remercie évidemment nos participantes qui se sont joints à nous en cette matinée de dernière COP. Donc j'espère que vous avez apprécié la riche discussion. Puis je vous invite à répondre au sondage qui va être mis dans le chat sous peu. Euh, hop, je peux le... Ah, c'est bon, vas-y. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre pour la séance de débriefage de ce midi. Là, on va vraiment avoir un gros résumé de tout ce qui s'est passé à la COP. Puis là, il s'en passe encore pas mal, même encore aujourd'hui, au dernier jour de la COP. Donc, stay tuned si je peux parler en anglais. Puis, en après-midi, on va aussi avoir un panel sur les systèmes alimentaires durables pour le Québec. Donc, ça va être aussi intéressant. Puis, ça va continuer un petit peu notre conversation justement qu'on a eue ce matin au niveau du système d'agriculture qui est aussi un petit peu à revoir, en tout cas au niveau de la gestion de l'eau. Donc, c'est des choses qu'on va garder en tête pour la discussion, évidemment. Merci beaucoup. Merci énormément. Au revoir. Merci, au Il y a revoir. un lien dans le chat si jamais vous voulez. Rebecca nous a partagé un lien. Oui, la semaine verte de samedi dernier portait spécifiquement sur l'utilisation de l'eau en agriculture au Québec. Je vous invite à aller visionner l'épisode, c'est très intéressant. Merci. Je le garde dans mes tabs. Merci beaucoup. Passez une belle Merci à journée. tous, au revoir. Merci, au revoir.